Et on vous retrouve avec plaisir dans cette salle Henri Poincaré. Il sera question cet après-midi de biotech, de structure du futur, de fusion nucléaire. On se posera la question de savoir si nous appartenons tous à la même famille. On observera la vie en direct avec un cœur qui bat avant de plonger dans les limites extrêmes du vivant. Un beau programme en perspective et en guise de cerise sur le gâteau, nous avons l'immense privilège d'accueillir aujourd'hui un scientifique d'exception. C'est Pierre Agostini, physicien français, lauréat du prix Nobel de physique 2023. Il va être tout de suite passé à la question par notre journaliste Guéric Poncé. Et tout ça sous vos applaudissements, bien sûr, messieurs, dames. Merci Boris. Pierre Agostini, merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui. On a décidé d'essayer de vous interroger sur des sujets sur lesquels on vous entend plus rarement et sur lesquels les scientifiques sont rarement interrogés. Bien sûr, nous allons parler de la physique attoseconde en premier lieu, mais pour prévenir la salle, ne soyez pas surpris et pour pas que vous soyez sous le choc, on va aussi interroger Pierre Agostini sur la sérendipité, c'est-à-dire le fait de faire des découvertes scientifiques par hasard, sur l'intelligence artificielle dans la physique et sur l'exposition médiatique et le lien entre le scientifique et la société. Bien sûr, vous pourrez aussi poser vos questions à la fin de son intervention, donc n'hésitez pas à les préparer dès maintenant et je vous donnerai la parole et Boris vous donnera la parole aussi à la fin de la conférence. Pierre Agostini, c'est un exercice très difficile et en plus vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour vous préparer à cette question-là. Est-ce que vous pouvez résumer avec vos propres mots en quelques minutes ce qui vous a valu le prix Nobel et le cœur de vos recherches? Ok, j'ai essayé. J'ai fait toute ma carrière au CEN Saclay, pas loin d'ici. Et vers la fin de cette carrière, avec l'aide en particulier du LOA à l'école polytechnique, on a fait une expérience qui montrait la réalité des attosecondes et des trains d'attosecondes dans les spectres, des harmoniques. On parlera peut-être un petit peu encore des harmoniques tout à l'heure. Voilà, alors c'est ce qui m'a valu d'être un des 3 prix Nobel de 1923 avec Anne Huillier, qui a fait aussi sa carrière à Saclay, une partie de sa carrière à Saclay, avant de partir comme professeur à Lund en Suède. Et à Ferenc Krauss, qui a fait carrière énorme, d'abord à Vienne et ensuite au Max Planck à Munich. Voilà, je crois que... Et alors, oui. est-ce que vous, avec vos mots compréhensibles par nous, qu'est-ce que vous avez découvert et quelles applications ça peut avoir? Ok. On a découvert une méthode expérimentale qui permettait de mesurer la phase des harmoniques, alors que jusque-là, on ne connaissait que le spectre, mais la phase est évidemment indispensable pour déterminer le domaine temporel et pour découvrir qu'il y avait vraiment des attosecondes. Donc c'est une des 2 expériences de 2001, qui remonte déjà presque à 25 ans, qui ont démontré que les attosecondes étaient quelque chose de réel. Depuis cette époque-là, bien sûr, les gens se sont tournés de plus en plus vers des applications des attosecondes. Et c'est une des choses pour laquelle on travaille en ce moment même, à la fois ici à Saclay, au Lidl, et
aussi aux États-Unis, à l'Ohio State University, où je suis encore professeur emeritus, c'est-à-dire en retraite, pour ne rien vous cacher. Voilà. Donc, actuellement, il y a beaucoup de gens qui travaillent, beaucoup de groupes qui travaillent sur ce sujet et qui essayent de trouver des applications à ces outils un peu spéciaux que sont les impulsions lumineuses attosecondes. Alors, je rebondis sur ce sujet-là, mais vous avez donc dérivé vos découvertes. Est-ce qu'aujourd'hui, l'évolution de votre domaine, est-ce qu'elle vous paraît très prometteuse dans l'immédiat, ou est-ce que c'est quelque chose vraiment plus sur le long terme? Est-ce que vous voyez encore venir de grandes évolutions, de grandes avancées dans votre domaine dans les années qui viennent? Écoutez, on est encore loin du record absolu des impulsions les plus courtes possibles. Actuellement, l'impulsion la plus courte possible est de 43 attosecondes, ce qui est beaucoup plus court que la plupart des gens maîtrisent. Nous, on maîtrise, disons, la centaine d'attosecondes ou 200 attosecondes. Et donc, on peut espérer qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avec des impulsions beaucoup plus courtes. Alors, vous nous avez préparé quelques slides et je passe tout de suite au sujet de la sérendipité. C'est donc le fait de faire des découvertes par hasard. Est-ce que déjà ça a eu un rôle dans votre vie de chercheur et est-ce que vous voulez nous parler de quelques exemples, je crois, dans ces slides? Ok, je vais vous parler de 3 sujets pour lesquels mon prix Nobel n'a vraiment rien à voir. Et je remercie l'assistance d'être là et de nous aider avec des questions si éventuellement mon discours n'est pas très clair. Donc la sérendipité, la serendipity en anglais, et ce fait de découvrir par hasard, de faire une découverte inattendue et pour laquelle il y aura des applications dans le futur. Alors, la première de ces expériences, qui est bien connue, j'ai juste un peu cherché pour trouver ça, c'est l'expérience de Davison et Germer en 1927, qui montre que les électrons sont aussi des ondes et qu'ils sont diffractés par un cristal exactement comme des rayons X. Cette expérience, plutôt le succès de cette expérience, est dû à un accident. Il est, comme vous pouvez voir dans le petit paragraphe en dessous, la plaque de nickel sur laquelle ils espéraient faire leurs mesures a été oxydée. Et pour enlever l'oxyde, ils ont chauffé cette plaque à forte température. Et du coup, le côté polycristallin du nickel a disparu et c'est devenu un cristal unique qui a permis justement de faire l'expérience de diffraction comme elle était imaginée. Et cette expérience n'aurait pas réussi du tout si le cristal n'était pas devenu un cristal unique. Si c'était resté un polycristal, comme naturellement le nickel est. Voilà. Alors donc, ça c'est la première expérience. La deuxième, qui est très connue aussi, c'est la découverte comment dit-on en français, je ne sais pas, Des le radiations cosmic microwave background, qui date donc du milieu des années 60. Et cette expérience, elle n'était pas du tout dans le planning de Penzias et Wilson, qui pensaient faire avec leur
ils ont fait avec leur radiotélescope un mapping, une cartographie de notre galaxie, de la Voie lactée. En fait, la découverte a été vraiment fantastique et ils ont découvert qu'il y avait cette radiation qui a été ensuite identifiée comme les restes du Big Bang, comme une radiation de corps noir à une température de 2,7 degrés Kelvin et qui est absolument homogène dans toutes les directions de l'univers. Donc c'est cette découverte qui a fait faire un grand pas à la recherche cosmique et qui ont permis à cette science de devenir vraiment une science dans la fin des années 60. Le troisième exemple, c'est un exemple dont j'ai parlé la semaine dernière avec Anne Lhuillier, c'est la découverte des harmoniques. La découverte des harmoniques est un peu accidentelle parce que Anne Lhuillier recherchait non pas les harmoniques, mais recherchait de la fluorescence, des indications qui indiquent la présence ou l'influence d'états excités de l'atome. Et si vous regardez le schéma qui est ici, la partie en rouge n'est pas sur le schéma qui a été publié. Donc cette partie indique qu'il y avait un deuxième détecteur qui était là pour détecter la fluorescence avec un beam splitter qui renvoyait le faisceau à 45 degrés. Et ce détecteur n'a rien vu du tout. Mais par contre, sur le détecteur qui regardait dans la direction du faisceau incident, dans la direction du phase matching, ils ont vu bien sûr le fameux spectre des harmoniques dont vous avez un exemple dans la boîte en bas à droite. Donc cette découverte, Anne l'a qualifiée de inattendue et sans explication. L'explication, la théorie qu'on avait à l'époque pour ce genre de faisceau, de processus, était la théorie des perturbations. Et clairement, le spectre obtenu était non perturbatif, avec une série presque infinie d'ordres qui sont absolument pas perturbatifs, en le sens que tous les ordres ont la même probabilité. C'est le fameux plateau des harmoniques. Voilà. Donc, si vous voulez, je poserai quelques questions tout à l'heure. Mais ça, oui, et ces exemples, en tout cas, pour partie, montrent aussi ce que disait Louis Pasteur, c'est que la sérendipité n'aide que ceux qui l'écoutent. C'est-à-dire que finalement, il faut, pour le chercheur, prendre la peine de regarder ce qui se passe en dehors de ce qu'il cherche vraiment, garder un œil sur les résultats qui lui paraissent anormaux, avec des anomalies, et essayer de creuser ces résultats-là aussi. Bien sûr, le fait que le spectre que l'équipe d'Anne Lhuillier a observé a immédiatement déclenché un intérêt tout à fait général parce que ce n'était pas perturbatif et aussi par le fait que dans le domaine temporel, il était possible que ce spectre corresponde à des impulsions extrêmement courtes. Ça, il a fallu attendre. L'expérience d'Anne date de 87 et il a fallu attendre 2001 pour en avoir
vraiment la preuve. D'accord. Donc, la sérendipité est une source d'innovation et l'IA va bientôt l'être aussi. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'utiliser l'IA dans vos recherches déjà, ou est-ce que vous avez des idées d'application? Est-ce que ça vous paraît être quelque chose qui peut être ce que les Anglais appellent un game changer, c'est-à-dire un point de basculement? On a aujourd'hui des IA qui commencent à écrire leur propre code pour se mettre à jour elles-mêmes, pour être plus efficaces. Comment vous voyez aussi le rôle du chercheur dans tout ça demain? Je n'ai pas entendu votre question. Alors, mais... la première partie de ma question, c'était est-ce que vous avez déjà utilisé l'IA et est-ce que l'IA peut vous apporter quelque chose dans votre domaine? Merci. IA en anglais AI. Ok. D'accord. Ok. J'ai demandé à ChatGPT une définition de AI. C'est bien, c'est signé en plus. La définition qu'il m'a donnée là est assez honnête, me semble-t-il. Et elle est plus honnête que la définition que j'ai demandée après à DeepSeek, qui indique que DeepSeek a répondu en disant c'est une simulation de la pensée humaine, ce qui m'a paru vraiment très exagéré. Donc, la réponse de ChatGPT, c'est une série, l'AI, c'est une série d'algorithmes, de systèmes et de technologies qui permettent aux computers et aux machines de remplir des tâches qui, typiquement, réclament l'intelligence humaine. C'est possible. Ça, c'est déjà à peu près... Ça m'a l'air un peu plus honnête. Après, j'ai demandé à ChatGPT, trouvez-nous une application ou des applications pour les attosecondes, qui est en quelque sorte qui est mon métier. Et environ une seconde ou une seconde et demie, j'ai eu cette liste qui est vraiment impressionnante, me semble-t-il. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Avec tout un tas d'idées qui me semblent tout à fait correctes et qui sont correctes simplement parce que, non pas parce que ChatGPT les a retrouvées, mais parce qu'il a retrouvé la trace dans des textes. Et je ne crois pas que cette liste serait vraiment utile pour des physiciens. Mais en tout cas, c'est la réponse qu'il m'a donnée. Et je voudrais ici remarquer une chose. Bon, le fait que cette liste est impressionnante, tout le monde sera d'accord pour en convenir. Cependant, le AI, c'est juste un programme de computer, n'est-ce pas? Et il prend comme input, il prend des textes, et comme output, il fournit des textes, mais c'est pas plus magique que le code qu'a inventé Kullander en 87 et qui résout l'équation de Schrödinger. Est-ce que AI peut aider les physiciens? Peut-être si on a besoin de faire un rapport sur les attosecondes, bon, c'est très facile de faire une longue liste d'applications, etc. Mais est-ce que ça peut aider vraiment un physicien à faire son métier? Je ne suis pas sûr. En tout cas, à mon avis, ça ne peut pas l'aider autant que le TDSE, la méthode de Kullander qui calcule les solutions de l'équation de Schrödinger. TDSE peut découvrir des solutions que personne n'a vues avant, mais ChatGPT peut découvrir des choses qui existent si elles sont déjà
dans un texte, à mon avis. Voilà. Peut-être tout le monde ne sera pas d'accord là-dessus, mais... Alors, je rebondis sur l'intelligence artificielle, mais dans beaucoup d'autres domaines, on s'inquiète des biais que peut avoir l'intelligence artificielle, notamment un marquage politique selon le pays dans lesquels les algorithmes ont été développés. Est-ce que dans le domaine de la physique, il peut y avoir des biais, des orientations qui seraient données à une intelligence artificielle par un pays ou un autre et qui pourraient influencer la recherche en physique ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des différences politiques entre les chercheurs? Je ne crois pas. Franchement, je ne crois pas. Parce que, la façon dont ChatGPT ou ces logiciels fonctionnent, ils consultent les textes qui existent et éventuellement ils les reproduisent ou ils en font des résumés. Mais je ne crois pas qu'ils pourraient donner une orientation spéciale à la physique, en tout cas. Alors, j'en profite donc, sur la partie de la relation entre le scientifique et la société. Vous avez été particulièrement exposé dans les médias, notamment après votre prix Nobel de 2023. Est-ce que vous sentez évoluer la relation entre les scientifiques et la société aujourd'hui? Il me semble en tout cas qu'il y a beaucoup de points où ils peuvent se rencontrer maintenant, en particulier avec les réseaux sociaux sur Internet. Jusqu'à l'apparition de ces réseaux sociaux, il fallait lire les journaux spécialisés, ce qui n'est pas toujours très, très, très simple. Maintenant, il suffit de regarder les réseaux sociaux. Sur YouTube, par exemple, vous avez des tas de vidéos qui sont faites par Sabine Hossenfelder et aussi par d'autres personnes. Et donc, elle vous renseigne en tout cas sur tout ce qui est nouveau et tout ce qui lui semble intéressant en physique ou dans d'autres sciences aussi d'ailleurs, pas seulement en physique. Donc, une des questions que M. Poncet avait posées, c'est de savoir si les chercheurs peuvent consacrer plus de temps, ou doivent consacrer plus de temps à la médiation pour contrer les discours les discours sceptiques sur la science. Personnellement, moi, je ne crois pas qu'il faut que les chercheurs passent plus de temps avec les médias. La science, à mon avis, elle se défend par elle-même et par ses résultats. Et je ne crois pas qu'il soit nécessaire pour les chercheurs d'essayer de défendre la science. Il y a bien sûr des exceptions à cette règle et quelquefois, il faudrait répondre à certaines attaques, mais bon. On le voit beaucoup dans le domaine de la recherche sur le climat, par exemple, ou sur la biodiversité. Exactement. Les chercheurs sont personnellement attaqués en général sur les réseaux sociaux et ils sont obligés de défendre et de redéfendre et de redéfendre leur découverte, tout en prenant finalement beaucoup plus de temps à reprouver leurs résultats que ça en a pris à l'attaquant pour lancer une fausse théorie. Tout à fait. C'est un cas où peut-être s'il fallait voter sur l'utilité de la recherche sur le changement climatique, ça serait une bonne chose. Voilà. Alors, la deuxième question, c'était: les réseaux sont-ils un bon vecteur pour que les scientifiques touchent directement le grand public? Je vois que vous avez même fait mon travail, c'est parfait. Mais effectivement, on avait préparé cet entretien quand même. Vous vous en doutez? Et alors, sont-ils un bon vecteur? Écoutez, moi je ne sais pas. Les réseaux sociaux sont en général
pollué par le côté la recherche du sensationnel. Et bon, ça va avec le fait que beaucoup de gens utilisent les réseaux sociaux pour faire de l'argent. Et en particulier Sabine Sennfelder maintenant, puisque c'est son métier, dit-elle. Bon, je ne crois pas que c'est un si bon vecteur que ça. Mais bon, il faut faire le tri. Je pense que si on fait un peu attention, on peut assez facilement trier et trouver les bonnes vidéos. En particulier, bon, j'en ai sélectionné deux ou trois là, qui sont à mon avis de très bons auteurs sur YouTube. Il y a Terence Tao, qui est un mathématicien. Il y a Hubert Reeves, bien sûr, quand il était encore vivant. Et il y a Steven Weinberg, qui est un excellent physicien, mais qui est malheureusement mort aussi. Et bien sûr, vous avez en français, vous avez Alain Aspect, qui a été prix Nobel juste un an avant nous, en 22. Merci pour ces recommandations de consultation de vidéos. Alors peut-être une dernière question avant de donner la parole à la salle. Vous vivez donc en partie aux États-Unis, vous y passez beaucoup de temps. Est-ce que vous avez une vision des différences du monde de la recherche entre les États-Unis, l'Europe, et puis vous me parliez tout à l'heure de la Chine aussi. Qu'est-ce qu'il faudrait prendre comme idée ailleurs pour faire mieux ici ? Entre les États-Unis et l'Europe, il y en a de moins en moins. En tout cas, bon, je vois même avec un labo comme Saclay, les gens passent de plus en plus de temps à écrire des proposals et à chercher de l'argent en quelque sorte, ce qu'on ne faisait pas de mon temps. Donc il y a de moins en moins de différence avec les États-Unis, où c'est une chose tout à fait normale de passer du temps, et beaucoup de temps même, à essayer à obtenir de l'argent. Avec la Chine, peut-être ? Est-ce que vous Chine, parliez d'un voyage ? J'ai fait une visite en Chine il n'y a pas très longtemps. Il me semble qu'il y a de moins en moins de différences, même avec la Chine. Bien qu'avec la Chine, leur régime politique est un peu différent. Et donc, à l'université, ils ont des financements un petit peu spéciaux. Mais je pense qu'ils vont finir, comme tout le monde, à chercher de l'argent. Voilà. Ça sera votre mot de la fin sur cette partie de la conférence, mais je donne tout de suite la parole à Boris. Déjà, on peut vous applaudir. Bravo et merci. Et aujourd'hui, c'est la conférence où il y a vraiment le plus de monde. Donc, faites signe, on va vous éclairer. Est-ce que nous avons des premières questions ? Monsieur, ici, on va vous passer un micro d'abord. On vous passe le micro. Merci. On va vous voir demain, vous, non ? Oui, avec Alain Aspect. Oui, demain, j'ai une discussion avec Alain Aspect. Vous êtes partout, c'est bien. Ce qui est amusant, c'est que j'ai levé la main à cause du flash qui m'aveuglait. mais puisque vous m'avez donné ici, vous avez eu de la lumière, il est rentré par hasard. Puisque vous m'avez donné la parole, je vais en profiter. J'ai une question qui, j'espère, ne sera pas impertinente. Au Canada, nous avons été très surpris, pour ne pas dire déçus, que Paul Corkum ne partage pas ce prix Nobel. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, une opinion à ce sujet? La réponse, c'est qu'il faut en choisir 3. Je sais bien, mais quand même. Bon, je ne sais pas trop pourquoi le comité Nobel a choisi ces 3 personnes-là cette année-là. C'est sûr que Paul Corkum a fait des découvertes tout à fait extraordinaire aussi. Et il a eu le prix Wolf l'année d'avant. Donc, il se consolera, je suppose. Mais je pense qu'il a été un petit peu déçu de ne pas être dans les 3 personnes qui ont eu le prix Nobel cette année-là.
Est-ce que nous avons d'autres questions? Allez, une courageuse, un courageux. Vous êtes nombreux. Vous allez... Monsieur, on vous passe tout de suite un micro. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle aura accès à la sérendipité? L'intelligence artificielle Aura accès à la sérendipité. Non, non, la sérendipité, c'est quelque chose de vraiment par hasard. Hein. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une méthode pour y arriver. Ni AI, ni aucune autre. Il y a des fonctions C'est le hasard. algorithmiques qui simulent le hasard. La chance, quoi. Il y a des fonctions algorithmiques qui simulent le hasard. Le hasard, c'est la chance. Anne me disait la semaine dernière, c'est vraiment la chance parce que c'est pas du tout ça qu'elle s'attendait à découvrir. Et elle a eu le prix Nobel. Enfin, je ne veux pas provoquer nos amis canadiens. Tout au fond, monsieur, on va vous passer un micro. On va mettre à profit la solidarité des uns et des autres pour que le micro puisse lui parvenir sans encombre. Et pour qu'on voit bien, vous allez vous lever. Merci beaucoup, on vous écoute. Bonjour, monsieur Agostini. Est-ce qu'il y a une chose que vous regrettez dans votre carrière? Première question. Et deuxième question, est-ce que vous pensez, il y avait des conférences ce matin sur l'IA aux États-Unis, en Chine et en Europe, est-ce que vous pensez que l'Europe est larguée dans le domaine de l'IA? À moins qu'il y ait la sérendipité qui arrive. Écoutez, sur l'IA ou l'AI, non, je ne sais pas. Enfin, bon, j'en sais rien parce que je lisais dans le journal l'autre jour que, comment il s'appelle, Elon Musk est à la tête d'un consortium et qui se préparait ou qu'il avait proposé d'acheter ChatGPT pour 97 milliards. C'est c'est une somme assez énorme et ça indique que bon, il y a peut-être dans les AI un intérêt que je vois pas bien. Et sur les regrets dans votre carrière, est-ce que vous avez des regrets? Alors, mes regrets dans ma carrière, bon, j'ai pas trop de regrets dans ma carrière. Là, voyons. C'est vrai que ça peut être une question surprenante parce qu'une fois qu'on a le Nobel dans son domaine, bon, qu'est-ce que non, je vais faire demain? J'ai pas trop de regrets dans ma carrière, non. Ça va. Ça a l'air d'aller, effectivement. Est-ce que nous avons d'autres questions? N'hésitez pas. Oui, on vous passe le micro là aussi, monsieur. On va faire le... Voilà. On fait une chaîne de solidarité qui n'est pas un vain mot en ces temps troublés. Ah, certains n'ont pas joué le jeu. On a les noms. Grâce au QR code. L'algorithme est déjà en train de vous juger. Sachez-le. Merci monsieur, pour votre... Levez-vous, levez-vous qu'on vous voit. Merci pour votre exposé. Alors, depuis quand vivez-vous aux États-Unis et pourquoi? Ok. Bon, You may answer in English. Le CEA m'a mis à la retraite en 2002. Donc j'avais 61 ans à l'époque. Et donc j'ai commencé à tourner dans les labos que je connaissais bien. Et finalement, je suis arrivé à Ohio State en 2005. Et ils m'ont donné ce poste de prof où je suis resté pendant 12 ans, qui n'était pas un exercice très facile parce qu'il fallait enseigner et il fallait que je change d'enseignement tous les ans. Donc, s'il y a des enseignants ici, ils savent ce que ça veut dire. Donc, voilà. Je suis je suis toujours, comment dire, ils appellent ça emeritus là-bas. Ça veut dire, j'ai pris ma retraite en 2018 et Vous êtes professeur émérite. Ils font de la recherche, je fais de la recherche avec eux, mais de loin. Dans des conditions qui étaient meilleures qu'en France? Dans des conditions qui étaient meilleures qu'en France, non. Non, pas vraiment. Monsieur, on va vous repasser le micro. Et vous est venu une autre inspiration subite? C'est bien. Un mathématicien m'avait donné comme définition du hasard ce qui aurait pu ne pas se produire. Est-ce que vous avez votre propre définition du hasard? Non, non, j'ai pas une autre définition. Je pourrais dire que
pour les expériences dont j'ai parlé là, le hasard, c'est l'intervention d'un élément qui n'était pas prévu et grâce auquel la découverte en question a pu être faite. Sans la température élevée du cristal de Davison et Germer, pas de confirmation de Breuil. J'ai entendu quelque part, mais je n'ai pas retrouvé l'histoire. Les deux astronomes du Bell Lab, Penzias et Wilson, pendant un certain temps, ont cru que le signal qu'il y avait là, c'était du bruit. Et ils ont nettoyé l'antenne ou je ne sais plus quoi. Ils ont cherché à éliminer ce bruit jusqu'au moment où il a fallu qu'ils se rendent compte que ce n'était pas du bruit, mais c'était un vrai signal. Tout ça, c'est des... Bon, je ne sais pas si on aurait pu éviter ce hasard-là, mais en tout cas, ça leur a profité. Est-ce qu'on a encore une question? Oui, madame. On vous remet le micro. Merci encore pour votre intervention. Ah, pardon, je me lève. Merci encore pour votre intervention. Vous parliez du financement de la recherche et je serais curieuse de savoir quelle est votre opinion sur comment le financement de la recherche devrait être fait. C'est-à-dire comme quand vous étiez plus jeune, financer les chercheurs en toute liberté ou au contraire les propositions ou un mix. Comment la recherche est financée aux USA? Non. Ici en France. Ici en France. Votre vision sur le financement de la recherche. Ok. Comment il faudrait faire? Je pense qu'il y a il y a l'équivalent de la NSF maintenant en France qui finance un certain nombre de recherches. Je crois que l'Agence nationale de la recherche. Oui. Je crois en tout cas que l'époque que j'ai connue moi où le financement arrivait tout seul, on n'avait rien à faire. Cette époque-là est bien révolue, même à Saclay, et que donc, je vois bien, les gens passent beaucoup de temps à écrire des proposals et à essayer d'obtenir de l'argent par différentes sources. Au détriment du temps consacré à la recherche. Comment ? Au détriment du temps consacré à leur recherche. Il faut faire avec. Une autre question? Eh bien, écoutez... Peut-être une dernière question pour Ah. conclure, mais est-ce que, de manière très générale, vous êtes optimiste sur l'avenir? C'est presque une question philosophique, mais est-ce que vous êtes optimiste? Comme disait Pierre Dac, mon avenir, il est derrière moi. Moi, je suis ni pessimiste ni optimiste. Je crois que les choses vont continuer, qu'il y aura des découvertes et qu'il y aura des prix Nobel. Voilà. Merci beaucoup, Pierre Merci Agostini, beaucoup. on vous applaudit. Merci pour votre présence. On se retrouve dans quelques instants pour parler biotech et justement poser cette question sur les biotech. Comment l'Europe tire-t-elle son épingle du jeu?